Et c'est un petit peu cette problématique qu'il y a dans le jeu vidéo avec des jeux qui sont souvent des copier-coller d'autres jeux où il y a un cruel manque d'innovation, de créativité, parce qu'on a un petit peu ces personnes dirigeantes qui sont des personnes formatées, qui viennent un peu des mêmes milieux, qui ont fait les mêmes écoles, qui ont fait les mêmes grandes écoles de jeux vidéo. Il suffit d'être dans le non-dit, c'est-à-dire qu'à partir du moment où le jeu n'indique pas un genre, le joueur se laissera enfin, on laisse la liberté aux joueurs d'exprimer et de se raconter ce qu'il a envie d'être. Et si nos actions, le podcast qui donne la parole aux acteurs du changement en France. Je suis Élodie Gerbeau et vous embarque avec moi à la découverte de parcours de vie, de ces nombreux Français qui ont décidé un jour de passer à l'action. Ils sont partis d'un constat et ont cherché une solution. Leur solution pour répondre à un problème de société, environnemental ou de santé. Et si leurs actions pouvaient changer le monde ? N'hésitez pas à partager ce podcast sur les réseaux sociaux et autour de vous pour lui donner de la force et le rendre visible. Merci à vous. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Et si nos actions ? Alors aujourd'hui, nous allons accueillir Michael Delova. Michael Delova est un player experience designer dans le domaine des jeux vidéo. Et pour lui, les game designers ont leur part de responsabilité dans la représentation de la société, mais aussi dans son évolution. Alors je vous propose de découvrir son parcours, son déclic et sa solution. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, je suis Michael Delova et je suis Player Experience Designer dans le jeu vidéo. Alors merci Michael de participer à ce podcast. Est-ce que tu peux nous en dire plus un petit peu sur ton parcours de vie, ton parcours professionnel qui t'a mené donc jusqu'à ce passage à l'action que tu vas nous expliquer par la suite? Alors oui, avec grand plaisir. Je pense que mon parcours est lié, comme beaucoup de personnes, surtout les personnes qui mènent des combats, à mon enfance. Donc moi je viens d'un milieu modeste, j'ai grandi dans un environnement pardon pas très cool, avec beaucoup de voilà violence physique, psychologique, du désamour, pas valorisé, beaucoup rabaissé, beaucoup moqué, mais dans ma famille, pas forcément à l'école, mais par mes parents, donc c'était un petit peu compliqué. Et en plus de ça, je suis atteint d'un handicap cognitif qui a fait que j'ai eu pas mal de difficultés à l'école, où vraiment j'ai l'impression de me sentir bête et différent. Voilà, plus tard aussi, j'ai découvert que j'étais gay. Faut savoir en plus que ça que mon père est un voilà italien, enfant de la DAS, illettré, donc il est d'un milieu social un petit peu compliqué, qui en plus de ça me racontait tout le temps qu'il cassait du PD, hein, pardon pour l'expression, quand il était jeune. Donc bref, c'est dans cette joyeuse atmosphère que j'ai trouvé mon salut en fait dans le jeu vidéo. Donc le jeu vidéo pour moi ça représentait vraiment une échappatoire, un exutoire, une espèce de bulle de sécurité. Et c'est rigolo parce que quand j'étais petit, qu'on me demandait voilà quel métier je voudrais faire plus tard, moi je répondais toujours magicien. Et je pense que quelque part pour moi, être magicien, c'était avoir le pouvoir de changer la réalité, de créer des nouvelles réalités. Et quelque part aujourd'hui, je crée des réalités grâce aux jeux vidéo. Et donc voilà, c'est ce qui a un petit peu orienté mon parcours. Donc malgré mes difficultés à l'école, dû à mon TDAH, j'ai quand même réussi à capitaliser sur des compétences telles que voilà ma créativité, mon esprit critique. J'ai toujours été super à l'aise à l'oral, donc j'étais pas le meilleur élève, mais je m'en sortais quand même. Et j'ai entamé des études de design graphique. Je suis pas allé au bout de mes études, comme beaucoup de TDAH. Alors pour les auditeurs et les auditrices, TDAH, c'est trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. C'est vrai qu'on a tendance à pas aller au bout des choses, mais voilà, j'ai quand même travaillé en tant que graphiste et web designer pendant presque 10 ans. Puis j'ai eu une grosse remise en question, un besoin de donner un sens à ma vie et de me connecter à ma vraie passion qui était depuis toujours en fait le jeu vidéo. Donc c'était vraiment dans l'idée, et je pense que ça a été là mon premier combat, ça a été vraiment dans l'idée d'offrir aux autres ce qui avait été salvateur pour moi quand j'étais enfant. Donc à l'âge de 31 ans, je suis retourné à l'école pour apprendre le game design. Et voilà, je suis allé jusqu'à un master, un bac plus 5, donc c'était quelque chose d'inespéré pour moi, parce qu'au final j'avais qu'un bac puisque j'avais pas fini mon BTS en design graphique. Donc je suis passé d'un bac à un bac plus 5 en game design parce que j'avais enfin trouvé dans quoi j'étais bon et ce qui me passionnait. Et suite à ça, j'ai très vite commencé à travailler dans des grands studios de jeux vidéo comme Ubisoft, Remedy, CCP, sur des gros jeux comme Just Dance, Assassin's Creed ou Alan Wake 2 tout récemment.
Et forcément, comme mon métier, c'est de créer des univers, je me suis rapidement spécialisé sur le fait de créer des univers pour toutes et pour tous et de battre pour des jeux toujours plus inclusifs et aussi accessibles, voilà, pour les personnes en situation de handicap, mais en gros offrir ce média qui touche des milliards de personnes aujourd'hui à tout un chacun, qui est encore plus important pour les personnes qui sont marginalisées par la société. Alors quand tu dis que les jeux vidéo sont plus inclusifs, c'est quoi? C'est dans l'immersion et on a des personnages pour lesquels ils peuvent se projeter, en tout cas se sentir proches? Ou est-ce que c'est l'accessibilité au jeu qui est pensée pour des personnes qui peuvent souffrir d'un handicap, là, par exemple cognitif ou autre? Alors c'est tout ça en fait. Quand je vais parler d'inclusion, c'est à la fois offrir des systèmes qui vont permettre aux personnes de se sentir représentées dans le jeu. Un bon exemple, c'est quand on va créer un personnage dans un jeu vidéo. Souvent dans les jeux vidéo, la première question qu'on vous pose quand vous créez un personnage, c'est homme ou femme. Ce système-là, il est clivant parce que, par exemple, il ne s'adresse pas à des joueurs qui voudraient faire un personnage non binaire. Donc, c'est un petit peu remanier ces vieilles mécaniques de jeux vidéo pour que chacun se sente, et chacune, pardon, se sente intégré et, dans l'expérience. Et après, l'autre aspect, effectivement, c'est ce qu'on appelle l'accessibilité, qui est souvent lié à l'handicap, mais pour moi, en fait, rendre le jeu accessible, c'est rendre le jeu accessible à tout un chacun, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'être en situation de handicap pour être juste fatigué ou avoir mal aux yeux ou temporairement on a eu un accident, on a un bras dans le plâtre. Voilà, c'est permettre à tout un chacun d'apprécier l'expérience de jeu. Et effectivement, ça englobe tous les sujets dont on vient de citer, donc la diversité, les représentations et l'accessibilité. Alors, j'ai 2 questions qui me viennent en tête. Déjà, là, quand tu crées ces jeux-là, tu le fais de manière indépendante ou tu travailles donc pour une société, qui te permet, de créer ces jeux-là? Alors là, depuis quelques années, je travaille pour des entreprises qui me permettent, c'est un petit peu la limite du truc, puisqu'effectivement, moi, ce qui est compliqué, c'est d'être dans des grosses entreprises qui mettent pas forcément ce qu'il faut en place pour vraiment créer des jeux vidéo 100% inclusifs et 100% accessibles. Il y a beaucoup d'idées reçues. Faut savoir que le jeu vidéo reste une industrie très élitiste, très hétéronormée. Voilà, il y a des sujets comme ça, les sujets un petit peu éthiques et humains, en tout cas sur l'aspect éthique social, sont beaucoup plus compliqués à faire avancer. Donc moi, justement, effectivement, je me bats un petit peu toujours contre la game direction, le top management de ces gros studios pour faire des choses plus éthiques et plus humaines. Mais je pense que je vais arrêter puisque je m'épuise parce que c'est un combat de longue haleine qui est encore plus compliqué quand ça nous touche personnellement. Donc là, je vais peut-être réfléchir à soit créer mon studio de jeux vidéo, soit me mettre en consultant. Mais ouais, je pense qu'il est temps que je prenne les rênes de ma vie sur ces sujets-là et que j'exploite vraiment ce que j'ai envie de faire plutôt que passer mon temps à essayer de convaincre, vraiment faire. Ouais. Non, mais c'est exactement ça. Il y en a certains qui sont sortis du coup des jeux, où tu as pu intervenir côté, pour l'inclusion en tout cas et de la diversité? Non, parce que alors j'ai travaillé 3 ans et demi sur un jeu qui est un petit peu compliqué. On ne sait pas si ce jeu sortira un Ah jour. mince! Ouais, c'est l'Arlésienne d'Ubisoft, Beyond Good and Evil 2, qui est annoncé Mmh. depuis d'une dizaine d'années. Donc j'ai fait plein de choses sur ces sujets-là, mais est-ce que ça verra le jour un jour, je sais pas, mais effectivement, j'étais designer sur le système de création de personnages, sur aussi le système de customisation. Donc, j'ai fait en sorte justement de développer un système de création inclusif où on ne genrait pas les personnages, où tous les vêtements étaient en gros unisexes et que vraiment le joueur puisse s'exprimer. Et en fait, des fois, c'est super simple et il suffit d'être dans le non-dit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le jeu n'indique pas un genre, le joueur se laissera enfin, on laisse la liberté au joueur d'exprimer et de se raconter ce qu'il a envie d'être. À partir du moment où nous, on lui a pas fait choisir un genre, le joueur se raconte ce qu'il veut. Et là, le jeu sur lequel je travaille actuellement, où j'étais lead accessibilité, j'étais parce que j'arrête là, j'ai arrêté le mois dernier, lui sort cette année et normalement, on devrait voir mon travail sur l'accessibilité. En tout cas, ce que j'ai pu faire dans le cadre et avec les ressources qu'on m'a données. Super, hâte de pouvoir découvrir ça, tu nous le partageras. Et qu'est-ce que je voulais dire? Comment ton action est perçue auprès des personnes à qui tu peux en parler, comme là tu le fais aujourd'hui, quand tu en parles, qu'est-ce que les gens te disent en retour?
Bah, ça c'est toujours pareil, ça dépend le cercle de personnes à qui on en parle. Forcément, toutes les personnes qui mènent les mêmes combats que moi, que ce soit dans les associations comme Diversity Days ou l'autre cercle, toutes les associations dont je fais partie, avec qui je travaille pas mal. Forcément, c'est très bien vu. Maintenant, dans l'entreprise, quand on est face bah, je peux le dire, hein, dans le jeu vidéo, les personnes qui dirigent, ce sont des hommes blancs, hétéros, cisgenres. Bah, là, c'est compliqué parce qu'il y a toujours ce côté un peu, est-ce que je fais pas de la propagande ou du militantisme? Faut savoir que moi, j'ai jamais fait de militantisme avant d'être dans le jeu vidéo. J'allais même pas à la Gay Pride. Mais c'est quand j'ai compris que j'avais une responsabilité éthique et sociale en tant que développeur de jeux vidéo, parce que je travaillais sur un média qui touche des milliards de personnes et que j'avais ce pouvoir d'impacter, d'éduquer, de sensibiliser notamment des adolescents et des enfants, parce que c'est forcément le divertissement le plus apprécié, je me suis dit, tu peux pas, toi, en tant qu'homme gay en situation de handicap, pas réfléchir à comment tu peux impacter ça, en fait. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à militer quelque part en essayant d'améliorer ces sujets-là. Moi, je crois que les choses, elles vont bouger parce qu'on le voit déjà au niveau des séries, des films. On a quand même cette prise de conscience et cette inclusion qui se fait de plus en plus. En tout cas, je ne sais pas comment toi tu le perçois d'ailleurs, ce serait intéressant. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une prise de conscience des personnes qui créent, en tout cas, qu'il faut que les personnes qui regardent se sentent plus proches des personnages principaux, quoi. Alors oui et non, Ah, parce qu'il y a ce que je dis souvent, c'est qu'il y a les représentations, mais il y a aussi les bonnes représentations. ouais. Et ce qu'on peut observer aussi dans les séries, notamment sur Netflix, on va prendre Emily in Paris ou d'autres séries comme Mhm. ça, où on a toujours le même cliché de l'homme gay, par exemple, qui m'épuise un petit peu, moi. Ouais. On a assez souvent cet homme un peu condescendant, pédant un petit peu presque, qui est au mieux un accessoire de mode pour l'héroïne principale, et voilà, qui pense juste à sortir et boire des margaritas et tout ça. Et nous, ce qu'on aimerait voir, en tout cas moi, ce que j'aimerais voir, c'est toutes les identités, toutes les représentations, et pas renforcer ces stéréotypes et ces clichés, parce que c'est aussi à ça que je suis confronté, moi, en tant que designer. C'est-à-dire que quand ils veulent faire quelque chose dans ce sens-là, dans les studios, ils vont aller de suite dans un stéréotype, dans un cliché qui est complètement biaisé, tout simplement parce qu'ils ne sont pas sensibilisés à ce sujet-là. Et on va renforcer quelque part une espèce de clivage, et Oui, non, mais aussi c'est ça, ouais, ouais, le gay qu'on aime bien voir, en fait. C'est le gay ouais. sympa, rigolo, un peu superficiel, parce que Mm, celui-là, il mm. fait pas peur, il rassure. Mais en fait, on n'est pas tous comme ça, et j'ai aucun problème avec les hommes gays qui sont comme ça. Mais c'est qu'en fait, c'est un peu l'image du gay qu'ont les hétéros. Mais le gay, par contre, qui prend la parole, qui se bat, qui leur font quelque part fermer leur clapet quand ils disent des bêtises, celui-là, on aime Mhm. moins bien le montrer, ou qui est pas juste pas dans les clichés. En fait, on a tous des métiers différents, des aspirations différentes, et c'est ces représentations-là qu'on aimerait voir, et surtout en faire un non-sujet, en fait. Juste avoir voilà, des hommes normaux qui s'avèrent être gays peut-être dans la backstory, mais en fait c'est pas ce qui les caractérise en fait dans l'histoire. C'est ce que j'allais dire, ouais, c'est pas ce qui Mm. définit le personnage dans l'histoire. Ouais. Oui, oui, non, mais c'est Ouais. ça. Donc oui, bah finalement, qu'il y ait plus de personnes comme toi qui soient en tant que consultant pour pas qu'on aille dans ces dérives-là, mais qu'en même temps, il y ait une réelle Ouais. inclusion, une réelle diversité dans tout ce qu'on peut proposer en termes de jeux vidéo et aussi voilà tout ce qui est média en fait, hein. Tout à fait. Je pense que c'est vraiment important. Est-ce que tu as quelque chose que tu veux dire vraiment là, que tu as, une envie de partager quelque chose avec les auditeurs qui peuvent t'entendre? Bah, c'est toujours une question de... Moi, c'est quelque chose qui est naturel chez moi, mais d'empathie, en fait, se mettre à la place des autres, essayer de voir la vie à travers le prisme des autres, des différences, de l'unicité. Pour moi, ce qui nous rend unique, c'est ce qui nous rend plus fort. Et c'est Diversity Days, et Anthony Babkin qui dit ça chez Diversity Days, que de la diversité crée l'innovation. Et c'est vrai, puisque plus on a des personnes issues de différents milieux sociaux, avec différentes sensibilités, avec différentes histoires, et plus on va avoir de nouvelles idées. Et c'est un petit peu cette problématique qu'il y a dans le jeu vidéo, avec des jeux qui sont souvent des copier-coller d'autres jeux, où il y a un cruel manque ouais, d'innovation, de créativité, parce qu'on a un petit peu ces personnes dirigeantes qui sont
des personnes formatées qui viennent un peu des mêmes milieux, qui ont fait les mêmes écoles, qui ont fait les mêmes grandes écoles de jeux vidéo. C'est l'une des problématiques de l'industrie du jeu vidéo, c'est que les écoles de jeux vidéo en France, c'est des écoles privées à 10 000 euros l'année. Donc déjà, pour pouvoir y accéder, c'est hyper compliqué. Pour être game designer, donc les études que j'ai fait moi, il faut un bac+5. Moi, j'ai eu l'immense chance d'être à Montpellier, d'avoir un cursus jeux vidéo dans le public. J'étais à Pôle emploi à l'époque, donc j'ai pu garder mon Pôle emploi. Enfin voilà, je gagnais 500 euros par mois de Pôle emploi et j'ai pu faire mes études. C'était une aubaine, mais sans ça, j'aurais jamais pu atteindre l'industrie du jeu vidéo et faire tout ce que j'ai pu faire. Donc, faut aussi réfléchir à ça. Quand on crée un système déjà de scolarité élitiste, forcément, ça se ressent après sur l'industrie et les productions. Et c'est exactement, et c'est marrant, hein, parce que les autres personnes que j'ai pu interviewer, que ce soit Benjamin Blavier, de l'association Article 1 ou encore Fabiola d'Or, disent exactement la même chose que toi. C'est que la diversité au sein d'une équipe, ça crée la créativité du coup et l'innovation. Bien sûr. Ouais, et il faut prendre en compte les richesses de chacun et en avoir, c'est-à-dire voilà, pas avoir tous la même personne, les mêmes cursus pour pouvoir avoir cette diversité. C'est exactement, c'est amusant et en même temps c'est un constat qui est assez frappant, voilà, parce que tu nous ressors effectivement le même constat et le même besoin, en tout cas de diversité, là du coup dans le domaine du jeu vidéo. Oui, puis j'ai un exemple concret, notamment, on en a parlé tout à l'heure, sur la création de personnages. S'ils n'avaient pas mis ce sujet dans les mains d'un game designer LGBT, peut-être que s'il l'avait mis dans les mains d'un autre designer, il aurait pas eu cette sensibilité-là de se dire je veux créer un système de création de personnages inclusif. Et voilà, c'est en ayant quelqu'un qui venait d'un autre milieu, qui avait une autre sensibilité sur le projet, qu'on a pu innover, en tout cas que j'ai apporté une innovation par rapport à ma sensibilité à ce sujet-là. Super, bah merci beaucoup Michael. J'ai une dernière question, c'est comment tu perçois l'avenir, en tout cas comment tu imagines l'avenir dans le domaine du jeu vidéo et du coup de l'inclusion. Alors moi, je suis assez pessimiste puisque je me fatigue depuis 5 ans sur ces sujets-là, avec des évolutions bien sûr, mais beaucoup trop lentes. Donc là, moi, ce que je me dis aujourd'hui, c'est qu'il y a deux choses qui me donnent de l'espoir. C'est les étudiants d'aujourd'hui, qui sont les futurs acteurs de demain de l'industrie du jeu vidéo. Donc là, j'ai décidé de un petit peu plus m'investir sur l'enseignement. Donc là, je vais rejoindre une école à la rentrée pour être professeur et aussi proposer mes services en tant que consultant auprès des écoles. Et l'autre aspect, c'est mon événement, l'Ethical Game Jam, qui est un événement autour de la création de jeux vidéo totalement éthique et inclusif, qui aura lieu à la rentrée. On n'a pas encore la date, ce sera sûrement le dernier week-end d'octobre, on n'a pas encore validé ça, et ce sera sûrement accueilli par l'école Brassard à Montpellier. Mais voilà, on est encore en discussion sur le RISCOP, sur plein de choses. Ça aura lieu, c'est sûr, mais voilà, sur les dates et le lieu, on doit encore valider, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça aura lieu. Et c'est effectivement ouvert à toutes et à tous, et ce sera créé sur 3 jours, des jeux vidéo avec une thématique éthique et les sujets d'inclusion, l'accessibilité et tous les sujets que je porte. Puis alors, il y a un troisième aspect, c'est que je pense que d'ici quelques mois, peut-être l'année prochaine, je vais sérieusement réfléchir à créer mon studio de jeux vidéo, qui s'appellera sûrement Ethical Games, et qui sera un studio de jeux vidéo dédié à la production de jeux vidéo éthiques, impactants, et qui feront réfléchir, qui éduqueront et qui auront un impact positif sur le monde, parce que je crois que c'est le vrai pouvoir du jeu vidéo. Aujourd'hui, c'est d'avoir un impact positif sur le monde de demain. Vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui ? Soutenez-le en lui attribuant une note sur Apple Podcast ou iTunes. Cela permettra au podcast d'atteindre de nouvelles personnes qui découvriront à leur tour ces initiatives françaises. N'hésitez pas à commenter cet épisode sur les réseaux sociaux si le sujet vous intéresse et que vous avez une idée pour améliorer la situation. Vous êtes vous-même à la tête d'une entreprise ou d'une association qui agit sur le terrain ? Vous connaissez peut-être quelqu'un qui met son énergie au service des autres de la planète. Contactez-moi par mail, je serai ravie de pouvoir vous ou lui donner la parole. Et si vos actions pouvaient changer le monde ?